Est-ce qu'on attend encore des gens qui sont en train de venir? On attend 2-3 minutes encore. Bien. Bonjour à tous, on va démarrer. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble pour parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui est sur la mise en place d'une stratégie omnicanal pour une enseigne multisite. C'est un phrasé un peu barbare. L'omnicanalité, on va le définir un petit peu par la suite. Avant que l'on se présente, j'aimerais bien simplement à main levée savoir à qui on s'adresse, savoir si est-ce qu'on a affaire à des têtes de réseau aujourd'hui. Est-ce que certains sont dans la restauration, font partie de têtes de réseau? Non, multi-franchisé peut-être, franchisé. J'ai pas été en. Restaurateur? Dentiste. Quelqu'un? Ouais. Dentiste. Non, il n'y a personne. Ok, j'ai vu beaucoup d'étudiants aussi aujourd'hui. Ok, étudiants. Est-ce qu'on a des solutions digitales aussi qui exposent et qui viennent assister à la conférence? Quelques-uns. Je vais faire un tour, je reviens. Ok, c'est parti. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la stratégie omnicanal et multisite. Avec moi, pour m'accompagner, on va avoir Johan L'Aigle de l'enseigne Cogent, qui est directeur des systèmes d'information. Bienvenue Johan. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que tu fais chez Cogent et peut-être présenter le concept de Cogent? Encore une fois, à main levée, tout le monde connaît Cogent, tout le monde est déjà allé manger dans un Cogent. Ouais, je vois des oui. Super. Il y a même des anciens Cogent dans la salle. Vous êtes populaire. Très bien. Bah, écoute, je te laisse présenter le concept en quelques mots. Rapidement, donc moi, Johan, ça fait 8 ans que je suis DSI chez Cogent. Cogent, c'est une enseigne de restauration rapide qui a 21 ans. On a 40 restaurants à Paris et 6 restaurants à Londres. C'est une enseigne de restauration rapide qui est basée sur les produits de saison, l'équilibre alimentaire et les bons produits. Voilà, quoi dire de plus. Votre clientèle essentiellement tournée bureau. Ouais, vous avez des emplacements. Très bureau, donc les quartiers d'affaires, et puis pas le soir, donc uniquement le midi. Et puis un petit peu de centre commercial, Beaugrenelle, Printemps. Et vous avez cette chance, ce privilège dans la restauration d'ouvrir uniquement le midi en semaine, ce qui présente un avantage concurrentiel, notamment sur le staff. Vous avez une organisation aujourd'hui où, même en termes de choix d'emplacement, vous avez un labo centralisé qui livre vos points de vente. Donc, vous n'avez même pas besoin de choisir des emplacements avec extraction. C'est des emplacements très légers. Et dans quelle mesure ça fait partie de votre ADN et du succès de votre enseigne? Ouais, exactement. En fait, tu présentes encore mieux Cogent que moi, finalement. Effectivement, le concept de base, c'est d'avoir c'était en fait une cuisine centrale. Tous les produits, en fait, les salades, les plats chauds sont préparés en centrale et livrés directement sur les restaurants. Ce qui nous permet effectivement d'avoir des emplacements un peu plus petits. On ne fait pas de cuisine dans les restaurants, on fait un petit peu de montage, tout ce qui est sandwich, etc. Clientèle de bureau, le midi. Effectivement, alors on a quand même quelques restaurants qui sont ouverts le week-end. Samedi beaucoup et dimanche les centres commerciaux. Ok, et il y a quelque chose de très fort dans votre ADN aujourd'hui, c'est le bien manger. Vous êtes labellisé B Corp, c'est un label qu'on voit assez peu dans la restauration. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, si je dis pas de bêtises, je crois que Cogent a été la première entreprise de fast-food à être labellisée B Corp en France. Donc c'est un label qui s'obtient. Il y a beaucoup de critères, que ce soit sur les engagements en fait de l'entreprise. Cogent, dans son ADN, a beaucoup d'engagements, que ce soit sur les produits ou que ce soit sur l'humain. Et le fondateur a voulu en fait concrétiser ses engagements par l'obtention de ce label. Ok, super. Merci pour cette présentation. Et à ma droite, Kevin Moffret, directeur commercial de Deliveroo. C'est comme ça qu'on t'appelle?
Pas de micro? Non, c'est pas grave. Pas de micro, on s'adapte. Oui, enchanté, très content d'être parmi vous. Donc Deliveroo, société de livraison à domicile. On n'a pas 21 ans, on n'a que 8 ans en France et on célèbre nos 10 ans au Royaume-Uni. Et avec toutes ces histoires de Cogent, je commence à avoir une petite faim, un petit creux. Super, merci Kevin. Aujourd'hui, donc, on va segmenter la présentation en deux parties. La première, c'est vraiment, on va rentrer dans l'écosystème digital de Cogent. Alors moi, ça fait 4 ou 5 ans que je traîne dans la restauration. On a vraiment la chance aujourd'hui d'avoir Cogent parce qu'en termes d'écosystème digital, on a vraiment quelque chose d'extrêmement efficace et de très bien pensé. Donc je profite aujourd'hui d'avoir Johan pour qu'il puisse nous raconter et nous donner les raisons du choix de chacun de ces outils digitaux et surtout de ces canaux de vente digitaux. Merci. Ça marche. Ok. Donc on va partir là-dessus. N'hésitez pas, il y a si vous pouvez faire un petit signe aux demoiselles en verte. L'idée c'est vraiment que ce soit un échange. N'hésitez pas à prendre le micro et à nous poser des questions. Ce sera très apprécié. Donc, voici un schéma qui va vous paraître un peu barbare, mais qu'on va vraiment décortiquer un à un du système de digital de Cogent, qui représente tous leurs canaux de vente aujourd'hui. Donc, quand on parle de gestion omnicanal et multisite, multisite, c'est parce que Cogent est une enseigne de 40 points de vente. Et omnicanal, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont fait le choix d'utiliser énormément de canaux de vente digitaux, que ce soit à travers la commande à table, les plateformes de livraison et même un click and collect dont on va beaucoup parler par la suite. On va commencer par la base, parce que la base de tout restauration, c'est le système de caisse. Aujourd'hui, chez Cogent, vous utilisez TCPOS. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse, pourquoi vous êtes parti sur TCPOS et surtout pour tous ceux qui sont porteurs de projets de restauration aujourd'hui et qui sont un peu perdus dans le nombre de systèmes de caisse disponibles sur le marché, comment est-ce qu'on constitue un cahier des charges pour choisir un système de caisse qui est cohérent en fonction de vos besoins? Alors, j'ai pas eu la chance de participer à ce projet parce que TCPOS est arrivé chez Cogent avant moi, juste avant. Mais l'idée de TCPOS, en tout cas de ce choix-là, c'était d'avoir avant tout une solution stable et qui avait suffisamment d'expertise métier, je dirais, sur la partie fonctionnelle. Et un autre point que j'aime bien aujourd'hui avec TCPOS, c'est que on héberge notre base de données et on a accès intégralement à notre base de données. Et ça, ça a quand même certains avantages. Ok, gros avantage concurrentiel. Aujourd'hui, c'est la partie de système de caisse. On va faire un petit peu l'historique de chaque canal de vente digitaux. Avant ça, est-ce que tu peux nous raconter l'expérience client dans un restaurant Cogent avant l'arrivée de toutes ces solutions digitales? C'est quoi l'ADN de base de Cogent? Et on va essayer à travers cette histoire d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on intègre de nouvelles solutions, les nécessités organisationnelles que cela implique. Donc voilà. Quel est le modèle de base, l'ADN de base du surplace, du grab and go, etc. Et comment est-ce qu'on a commencé à intégrer des plateformes de livraison? Ouais, l'expérience initiale, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas Cogent, c'est basé sur le grab and go. Donc on a des linéaires en libre service, on rentre dans le restaurant, on choisit ses produits, on passe en caisse et on s'en va. Et l'objectif initial, c'était de réduire ce temps de service. Et c'est vraiment, et on peut également déjeuner sur place. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un service le plus rapide possible. Et ce modèle représente encore la grande majorité de notre canal de vente. De nos ventes. Aujourd'hui, de par votre ADN, vous avez des énormes rushs très centralisés sur le midi. Et donc, ces linéaires, ils étaient
ils avaient vocation à faciliter au maximum et à accélérer le service. Ouais, exactement. On n'a pas en fait ce temps d'attente en caisse où le client va prendre le temps de réfléchir à ce qu'il va manger. Et il le passe devant les linéaires, il a les produits, il ne commande pas sur un menu. Là, il a vraiment les produits en face de lui. Alors, il y a une partie des produits qui se commandent en caisse, tout ce qui va être chaud, tout ce qui va être jus de fruits ou jus mixé. Mais l'intégralité, enfin la grande majorité en tout cas de la gamme est disponible dans les frigos. Ça, c'est vraiment le parcours client initial de chez Cogent. Et après, si on enchaîne du coup, le premier acteur qui est arrivé, c'est Deliveroo. Je dirais 2016 ou 2017, quelque chose comme ça, où là on a vu en fait l'essor de la livraison, pour nous le midi en tout cas. Et donc c'est un train dans lequel on a voulu monter à cette époque-là. Et puis après, je pense que ce qui a été pour nous le vrai déclencheur de la réflexion omnicanal, ça a été la crise du Covid. Ok. Et avant d'en arriver là, quel a été le rationnel et la prise de décision sur les plateformes de livraison? Je pense que les toutes premières qui sont arrivées rapidement, on parle de Foodora, de Take It Easy, etc. Donc là, on remonte vraiment. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Deliveroo? Est-ce que ça a été une sollicitation? Est-ce qu'ils sont venus vous démarcher? Est-ce que c'était vous un projet sur lequel vous voyez un potentiel? Parce que là, on parle 2016-2017, la livraison, c'est Paris, Lyon peut-être. C'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez novateur. Kevin, je ne sais pas, à cette époque, j'ai un peu l'impression que les grandes marques avaient surtout envie de privilégier leur service à table, avaient très peur des commissions annoncées, etc. Donc c'était quand même compliqué de déployer dans des grandes enseignes. Donc première question, est-ce que tu confirmes cette chose-là, et pour toi, Johan, qu'est-ce qui a motivé le fait d'aller sur une plateforme plutôt qu'une autre? Alors pour ma part, en effet, en 2016, je n'étais pas encore dans l'organisation. Ça fait 3 ans que j'ai rejoint la belle aventure de Deliveroo. Et l'ADN de Deliveroo, quand on s'est lancé en France, c'était essentiellement les pépites de quartier, les restaurants vraiment hyper locaux, dans une diversité de cuisine qui apportait une valeur ajoutée. Et il y avait très peu de partenariats, très peu de marques, de grandes marques qui étaient sur Deliveroo ou sur d'autres agrégateurs. Et puis, par rapport à ta question, ça s'est professionnalisé avec le temps, avec la compréhension du business model. Et d'un côté Deliveroo aussi, se dire qu'il n'y a pas simplement que des pépites de quartier, il y a un écosystème dans lequel le consommateur, la consommatrice va vouloir à un moment donné à la fois peut-être se faire un super Hulk de chez Cogent avec une bonne petite salade, et puis un soir à 2h du matin, peut-être l'estomac parle différemment et envie d'un burger d'une marque A, B, C ou D. Et donc ça s'est progressivement développé avec le temps, avec l'accélération du Covid, l'accélération du confinement qu'on a connu. On pourra en parler par la suite, mais voilà un peu ce qu'on a pu voir dans l'écosystème de Deliveroo, là où, pour parler pas simplement de Deliveroo, mais de l'industrie des agrégateurs, les concurrents principaux de Deliveroo, donc là en l'occurrence Uber Eats, ont une approche assez différente à l'opposé, où sont rentrés sur le marché français un peu après Deliveroo, avec une approche où on va sur du grand compte principalement avec McDonald's, et puis déployer sur l'ensemble du territoire français. Ce que tu disais, c'est Paris-Lyon, mais avec McDonald's, on peut être sur Paris-Lyon et sur une multitude de destinations et accélérer le déploiement de la marque au sein du territoire français. Ok, super clair. Et donc, toi, Johan, dans cet environnement et vraiment la genèse de l'arrivée de la livraison en France, avec une plateforme qui était là pour durer, qui est Deliveroo, quel a été le choix déjà de l'exclusivité, parce que vous êtes resté en exclusivité très longtemps, et pourquoi Deliveroo à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Alors, on n'avait pas que Deliveroo. Quand on a lancé, on avait aussi en parallèle Foodora et Deliveroo. On était vraiment dans une approche test and learn, parce qu'on avait quand même
assez peur que ça vienne perturber nos rushs en restaurant et la partie opérationnelle. Et on ne savait pas trop où on allait. Donc les acteurs, on les connaissait de nom, mais on se demandait comment ça allait fonctionner avec nos rushs, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont très denses le midi, très intenses. Le gros du service se fait en 1 heure et demie. Donc on avait vraiment peur qu'en plus de ces très gros rushs à gérer, on soit un peu débordé par la livraison et le fait d'avoir des livreurs à côté, etc. Donc on a vraiment un peu pris notre temps. On avait ces 2 acteurs en parallèle. Et par exemple, on n'a pas déployé sur l'intégralité de nos restaurants à l'époque. On avait choisi certains restaurants pour s'assurer qu'on était capable de gérer aussi. Parce que pour nous, c'était vraiment un nouveau métier quoi, qui venait s'ajouter à ce qu'on savait déjà faire. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les porteurs de projets que l'on peut rencontrer savent qu'ils vont contracter avec Uber Deliveroo. À ce moment-là, c'est très nouveau. Donc, c'est quoi la stratégie? C'est d'aller sur des points de vente sur lesquels vous avez encore du jus, vous pouvez faire plus de chiffre d'affaires, etc. Ou des points de vente où vous savez que vous avez une équipe au top et avec qui les remontées d'informations, vous allez pouvoir apprendre très vite et déployer peut-être à plus grande échelle. Ouais, alors aujourd'hui, on a quasiment pour le coup tous nos sites qui sont déployés, à moins vraiment d'avoir des problèmes d'emplacement et de logistique qui sont insurmontables. Aujourd'hui, maintenant, on est suffisamment rodé et même on intègre en fait dans certaines ouvertures justement ces petites fenêtres quand c'est possible vers l'extérieur pour pouvoir gérer la livraison. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Je sais pas est-ce qu'il y a des porteurs de projets qui souhaitent lancer un restaurant dans la salle? Quelques-uns. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Il y a une transformation de la restauration et de l'architecture du point de vente avec aujourd'hui traditionnellement des cuisines qui étaient plutôt sur l'arrière et aujourd'hui notamment sur tout le concept de quick service restaurant, vous allez avoir des cuisines qui sont plutôt latérales et avec un point de drop-off qui va être directement au niveau de la caisse pour justement gérer ces flux de commandes à emporter, de commandes en livraison. Et ça, c'est quelque chose, je pense que si vous êtes aidé d'un architecte, c'est des sujets qu'ils connaissent très bien, mais si ça peut alimenter vos réflexions aujourd'hui aussi, on voit un réel changement une vraie transformation du point de vente suite à l'arrivée de ces canaux digitaux. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? C'est le click and collect ou c'est l'ouverture à d'autres plateformes de livraison? Et ouais, voilà. Ce qui est arrivé ensuite, c'est le Covid. Et puis effectivement, en fait, quand on a rouvert après le confinement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre et on a pris la décision pendant le confinement de se dire qu'on n'avait pas d'autre choix que de rouvrir avec un service de click and collect. On ne savait pas trop comment les gens allaient appréhender le retour au restaurant, ce qu'on allait avoir le droit de faire, de ne pas faire. Donc c'est vraiment le click and collect qui a été, disons, le projet numéro 1. Et puis, donc, quitte à lancer du click and collect, on y a ajouté dans la solution technique le e-commerce sur notre site, donc la possibilité d'être livré directement sur notre site via un partenaire qui était Stuart, qui est toujours d'ailleurs. Donc c'est vraiment ça qui a drivé le déconfinement et qui du coup a lancé, ça a été vraiment le début de la stratégie omnicanal, en tout cas sur la partie en ligne. Et là où des plateformes de livraison, il y en a 2, 3 en fonction des pays, 4 dans certains cas, des click and collect aujourd'hui, je pense que vous avez fait le tour des allées. Il y a une offre qui est quand même très dense. Comment on établit un cahier des charges et qu'est-ce qui était important pour vous dans le choix du coup de Flipdish? Qu'est-ce qui vous a amené vers cette solution? Est-ce que c'est déjà le fait qu'ils proposaient une intégration avec Stuart et que vous voyez une réelle valeur ajoutée à être capable de livrer depuis votre site internet ou n'importe quelle autre raison sur laquelle tu pourras nous illuminer? Là où on a eu de la chance, c'est qu'en fait on avait déjà pas mal réfléchi à cette option-là, le fait de proposer de la livraison sur notre site.
auparavant. Donc on avait déjà beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait faire et quels seraient les impacts pour nous. Alors, initialement, ce n'était pas forcément Flipdish qu'on avait choisi. On avait choisi un acteur français, mais qui s'est arrêté en cours de route. Et donc, il a fallu très rapidement trouver un nouvel acteur. Et vous avez commencé le déploiement? Non, non, non. On en était vraiment à la partie échange, cahier des charges, etc. Et un des points ouais, qui a... Alors, ils sont irlandais. Ça, c'est pas toujours le plus simple pour échanger avec une boîte étrangère, mais ça facilite pas toujours les échanges. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout été un frein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais ajouter un point, oui, le fait qu'ils soient intégrés en fait avec Stuart. Ça, c'était important pour nous parce que on voulait pas gérer notre flotte de livreurs, et donc ils arrivaient un peu avec une solution clé en main qui nous a bien plu. Ils avaient aussi la taille qui semblait suffisante pour tenir et ne pas mettre la clé sous la porte au bout d'un an. Et donc on a choisi cet acteur et on a réussi à rouvrir au déconfinement avec click and collect et livraison sur le site. J'ai une petite question. Quel est l'avantage d'un point de vue consommateur, si je me mets dans les chaussures d'un consommateur, à passer sur cogent.fr, si c'est .fr le nom de domaine, ou une solution de livraison? C'est une très bonne question. L'idée, c'est que on est une marque quand même. Enfin, en tout cas, on pense être une marque avec un univers assez fort. Et pour nous, l'idée, c'est d'essayer de proposer en fait l'univers Cogent dans le cadre de la commande en ligne, ce qu'on peut pas avoir sur une marketplace. Donc c'est que l'expérience utilisateur en fait reflète un petit peu ce qu'on peut trouver dans nos restaurants. Et également, ça permet aussi de bénéficier du programme de fidélité Cogent. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit une extension de nos restaurants et qu'on puisse avoir une expérience qui rappelle le moment où on descend en bas du bureau. Et est-ce que justement il y a une différenciation qui est faite au niveau du prix aussi, du pricing, ou le pricing, on va dire, est uniforme, omnicanal? Alors, le pricing produit pur est le même. Et après, un peu, on va avoir tout ce qui est frais de livraison, etc., où on va avoir des remises si on a un compte fidélité. Mais le prix des produits est le même. Donc c'est aussi pour vous, j'imagine que vous ne bénéficiez pas de la puissance marketing des plateformes de livraison. En revanche, sur ces commandes que vous réussissez à avoir sur votre canal en propre, j'imagine que la marge est plus intéressante pour vous. Alors, pas forcément. Il y a un autre point aussi qui est, là on a parlé de l'intérêt côté client. L'intérêt pour nous, c'est aussi de créer un lien direct avec le client, puisqu'on peut échanger avec lui, on peut le contacter, on peut lui envoyer des news. Donc pour nous, c'est intéressant aussi de créer cette base client qui n'existait pas en fait avant qu'on lance ce service. On n'avait ni programme de fidélité, on n'en a pas parlé, hein, mais ça fait partie aussi de tous les projets qu'on a menés en parallèle de tout ça. Et donc on n'avait aucun moyen de contacter nos clients, si ce n'est en restaurant, et aussi de les connaître sur les habitudes de consommation et d'être capable de leur proposer ou de les alerter sur la sortie d'un produit qu'ils auraient pris déjà par le passé, où on sent que c'est un produit qui va leur plaire. Bien sûr, donc vous installez votre marque dans l'imaginaire du client et vous avez une manière de les contacter, ce qui est peut-être une critique qui est souvent faite aux plateformes de livraison, c'est-à-dire que ce sont vos clients et c'est difficile de savoir à qui on vend. Est-ce que c'est un sujet que vous allez adresser à terme? Est-ce que vous avez une manière de donner à travers le back-office, à travers peut-être les analyses de vos chargés de compte, de donner un peu plus d'informations sur au moins la persona
de votre restaurant partenaire ou disons les habitudes de consommation, etc. Quel accompagnement vous allez pouvoir faire, vous, de votre côté, sur ce sujet? Les critiques, il y en a beaucoup, qu'on reçoit, qu'on lit. Bon, on estime tout de même qu'on apporte une valeur ajoutée pour nos partenaires, que ce soit dans le monde de la restauration ou dans le domaine des courses. En effet, pour ce point de la data, il faut savoir que quand on crée un compte sur Deliveroo, les choses qui sont demandées, c'est un nom, un prénom et un moyen de paiement qui sont la connaissance de la personne et, chose ultra importante, une adresse, parce qu'il faut une adresse de livraison qui peut changer au fil du temps, bureau, maison, collègue ou autre. Et donc, c'est les informations que nous détenons auprès d'un consommateur. On ne va pas plus loin à ce niveau-là. Cependant, on fait bien évidemment, et on va de plus en plus dans la partie donner de la data, donner de l'intelligence à nos partenaires afin de leur permettre de prendre des décisions, et ce, sur les outils dont on leur met à disposition pour aller dans cette direction-là. À quel moment de la journée il est important ou intéressant de faire des activations promotionnelles, si c'est de l'activation promotionnelle, à quel moment, par le biais de nos account managers, on peut faire, avec une approche consultative, potentiellement augmenter les prix. Ce n'est pas que la course à descendre les prix, mais c'est aussi positionnement par rapport à un type de cuisine, type le burger ou la cuisine française. Le positionnement est rehausser potentiellement les prix en fonction des besoins et en fonction des tendances qu'on peut avoir à l'échelle d'un marché, puisqu'on a la chance d'avoir un grand nombre de data à l'échelle d'un marché, à l'échelle d'une zone, à l'échelle d'un pays, pour donner des bonnes recommandations. Et souvent avec nos partenaires, on travaille main dans la main pour leurs futures ouvertures, aussi de se dire quelle serait la zone de chalandise la meilleure pour pouvoir opérer, pour pouvoir ouvrir un nouveau site, un nouveau restaurant, un nouveau point de vente. C'est peut-être, je me permets un parallèle, c'est peut-être le moment de parler des cuisines éditions, qui sont aussi une manière externalisée de toucher une nouvelle clientèle pour une marque établie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que vous connaissez les cuisines éditions aujourd'hui, c'est de chez Deliveroo? Donc les cuisines éditions sont on a 7 cuisines aujourd'hui en France qui sont prévues, enfin il y en a 4 qui sont en Île-de-France et 3 qui sont dans le reste de la France, Toulouse, Bordeaux et Lille. Et le but, c'est de s'implanter dans des zones qui sont avec une densité de population assez élevée, pas en cœur de ville, puisqu'il y a la problématique des nuisances sonores. Donc souvent, on est dans des zones qui sont industrielles ou semi-industrielles, là où il y a une densité de restaurants qui n'est pas forcément optimale. Et donc, avec ces cuisines d'édition, c'est des sites où on a entre 8 et 12 cuisines, 8 et 12 concepts qui viennent dans ces cuisines d'édition. On peut répondre à ce besoin de consommateurs qui cherchent à avoir une diversité de cuisines avec un axe où elles sont créées pour la livraison. Là, on n'est pas sur l'omnicanalité, on est sur le monocanal. On fait que de la livraison au sein de ces cuisines sur lesquelles des marques viennent se mettre, tester des zones de chalandise pour ensuite se développer ailleurs. Et donc ces cuisines éditions sont un business important pour Deliveroo dans ces zones principales pour se différencier aussi d'un côté sélection. Ok, super clair. J'ai l'impression qu'on est peut-être allé un peu vite à main levée. Stuart, est-ce que tout le monde connaît le business model de Stuart et est-ce que vous connaissez leur offre Non? J'ai besoin que vous fassiez un petit mouvement de tête pour que je comprenne. Ok. Stuart, rapidement, ils proposent une flotte de coursiers externalisés, soit en B2B, mais aussi en B2C. Vous pouvez réserver un Stuart aujourd'hui parce que vous avez oublié votre carte bleue ou vos papiers chez un ami. Vous pouvez demander demander une course. Le gros aspect qui va changer, c'est qu'on ne va pas être sur un business model de commission, mais un business model de logisticien. C'est-à-dire que vous allez avoir un frais fixe et un frais au kilomètre parcouru. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, notamment quand vous avez des paniers moyens énormes, là où les commissions deviennent, on va dire, difficiles à encaisser. Si vous êtes une enseigne avec une certaine image de marque ou un indépendant avec une relation très proche de vos clients, vous pouvez, depuis votre click and collect, dispatcher les commandes vers Stuart ou vers Uber Direct aujourd'hui, qui propose une offre similaire.
ou vers Deliveroo Signature? Parce que je pense que vous avez aussi cette offre-là sur le même business model. Tout à fait, exactement. Ok, Business donc model logisticien. Ok. C'est une offre aujourd'hui. Bon, je pense qu'on entend beaucoup de restaurateurs aujourd'hui dire qu'ils ont besoin des plateformes de livraison. C'est un chiffre d'affaires à assurer ultra important. Dans tous les business models aujourd'hui de lancement, la livraison est une ligne à part entière. L'aspect des commissions, c'est toujours une manière un point de friction. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes proactives de la part des restaurants pour cette solution-là, ou c'est plutôt vous qui allez démarcher les clients? Je sais qu'aujourd'hui vous avez Pokawa par exemple dessus. En effet, on a Pokawa qui utilise Signature Deliveroo. C'est comme toute chose en fait. Souvent, ce qu'on sous-estime, c'est que il y a un développement nécessaire de part et d'autre pour s'assurer que l'intégration se passe de façon optimale, numéro 1. Mais numéro 2, une fois que j'ai développé ça, il va falloir que je markete mon site. Il va falloir que j'investisse, moi en tant que marque Cogent, moi en tant que marque Pokawa, pour faire en sorte que mon consommateur, ma consommatrice ou mon client potentiel viennent sur ma marque. Et souvent, c'est la brique qui est sous-estimée, c'est-à-dire oui, on peut faire toutes les intégrations possibles, mais si derrière, on ne va pas faire le travail que font très bien, je pense, les agrégateurs ou les plateformes, si on se met dans le monde de l'hôtellerie avec les Expedia et hotels.com et consorts, il y a cette brique qui est ultra importante on a besoin de dépenser pour se référencer, pour aller chercher le client, parce qu'il ne va pas naturellement venir si on n'a pas d'application, et s'il n'a pas téléchargé l'application, sur mon application. Donc voilà, je mets juste cette parenthèse-là qui est ultra importante dans ce qu'on peut voir dans les chiffres, dans les volumes des différentes marques qui ont Signature ou qui ont Direct, Stuart. C'est le point central, c'est comment réussir à convertir et à faire venir des gens sur mon canal en propre. C'est effectivement une énorme expertise. J'en profite puisqu'on a un expert à ma gauche. Comment est-ce que vous avez fait et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une part de ce qui est représenté avec ce canal en propre par rapport aux plateformes et comment est-ce que vous avez fait pour faire venir les clients sur ce canal-là? C'est très difficile. Aujourd'hui, donc, pardon, on est en train de dire que le travail des plateformes de faire venir des clients est un travail difficile. Tout à fait. En tout cas, j'aime bien l'entendre. En tout cas, pour nous, c'est difficile effectivement de rivaliser avec les marketplaces sur la visibilité, sur la force de frappe promotionnelle aussi, qu'on n'a pas, nous. On est sur un ratio de 1 à 10. Quand on fait une commande chez nous, on en fait 10 chez Deliveroo à peu près, 8, 10. Donc c'est très difficile. Surtout, c'est relativement récent chez nous. On n'avait pas de base de données clients. On a vraiment, on partait un petit peu de zéro. Là, on a lancé le programme de fidélité, ce qui nous permet aussi de pouvoir discuter avec nos clients, les sensibiliser au fait qu'ils peuvent aussi se faire livrer sur Cogent.fr. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont quand même l'habitude de dégainer l'application Marketplace quand on a faim. Et c'est pas évident de se dire, il n'y a pas que ça, il y a aussi le site en direct du restaurateur. Donc c'est pas évident, c'est pas évident. Et je pense que, c'est mon avis, mais je pense que les restaurateurs qui essayent de gagner la guerre en direct contre les marketplaces, c'est un combat perdu d'avance. C'est pas l'objectif, en tout cas c'est pas le nôtre. Et l'idée, c'était pas de se dire on va récupérer tous nos clients marketplace chez nous, parce que c'est peine perdue. Mais l'idée, c'est d'offrir du service supplémentaire, une expérience différente pour ceux qui le souhaitent. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'aborder. Et justement, comment est-ce que vous avez fait, quelle méthode vous avez utilisée pour faire venir ce premier client sur votre site? Il me semble, est-ce que c'est passé par de la PLV, c'est passé par du mailing, comment est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'aujourd'hui vous l'entretenez à travers un nouveau du mailing, des campagnes promotionnelles là-dessus? Ouais. Alors on avait quand même, le site existait déjà, même si on n'avait pas de partie e-commerce, et on avait
certaines de nos recettes, on a changé un petit peu le modèle, mais qui changeaient toutes les semaines. Et on avait quand même une grosse affluence sur le site parce que les gens voulaient savoir quelles étaient les recettes de la semaine. Donc on a pu récupérer déjà ce trafic pour alerter déjà les visiteurs du site. Et puis après, quand on a rouvert au déconfinement, là effectivement on a sorti un petit peu le kit de communication classique in-store, donc les PLV, les flyers, les vitrines, voilà, pour qu'on touche tout de suite notre population. Et vous avez aussi un angle d'attaque là-dessus qui est peut-être aujourd'hui difficilement adressable par les plateformes, c'est le B2B. Vous avez vraiment dans votre ADN la clientèle de bureau. Aujourd'hui, vous avez un segment et des offres particulièrement plus intéressantes pour les grosses commandes et une facilité de facturation, etc. Donc, vous essayez d'adresser ce marché B2B aussi. Oui, tout à fait. C'est un gros projet de cette année. Alors, historiquement, ça fait partie de notre clientèle, que ce soit au travers de comptes clients gérés directement par les restaurants ou via notre site, mais sans que ce soit vraiment flagué B2B. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va vraiment travailler cette année pour proposer une offre événementielle ou entreprise avec peut-être des produits dédiés qui seraient plus adaptés à ce qu'on peut avoir sur je sais pas, un petit déjeuner ou une réunion, etc. Donc là, on travaille et normalement, on devrait sortir cette offre cette année, qui sera vraiment une offre B2B et pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une utilisation détournée du B2C pour les entreprises. Et donc là, ce serait presque une offre traiteur avec une commande planifiée ou on est 12 au bureau, on est 6 à vouloir manger chez Cogent, vous avez une manière de splitter la bille ou de cette manière-là, comment est-ce qu'on adresse les grosses commandes d'entreprise? C'est l'idée, c'est de faciliter en fait toute la partie prise de commande, devis, facturation, et puis travailler aussi au niveau des produits et avoir des produits qui seraient plus pertinents pour ce type d'événement. Mais je pense que sur cette partie-là, au-delà du produit, l'important c'est vraiment de faciliter tout ce process de chaque entreprise a sa façon de fonctionner sur comment je vais régler, quelles sont mes contraintes, etc. J'ai besoin d'avoir un devis, il faut que je le fasse signer par un service avant de pouvoir passer commande. Et donc l'idée c'est d'adresser en fait tout ce panel fonctionnel pour que ce soit simple et pour le client et pour nous. Donc ça, aujourd'hui, vous avez une adresse de contact sur votre site internet. Est-ce que vous faites du démarchage également? Alors, on a la chance d'avoir tous nos partenaires actuels qui détournent en fait le schéma un petit peu B2C. Donc, on a déjà pas mal de contacts avec de grosses entreprises avec lesquelles on travaille. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de retraitements. C'est-à-dire que on est sur un contact, on a une personne chez nous qui est un point de contact pour les entreprises et qui va faire du devis à la main, etc., géré par du compte client. Enfin, tout ça est très artisanal. Et l'idée, c'est de le rendre vraiment beaucoup plus simple pour tout le monde. Ok, on va faire on repart sur notre historique. Donc on a pas mal parlé du Click and Collect. Récemment, vous avez ajouté Uber Eats et Eatik. Qu'est-ce qui a motivé cette ouverture et comment s'est passé le déploiement? Alors, Eatik, presque. C'est pour bientôt. Uber Eats, c'est le cas depuis octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'on parle un petit peu de Deliverect, parce que à partir du moment où en fait on a eu le canal site web, livraison click and collect et Deliveroo, on s'est déjà posé la question de se dire qu'il y avait une vraie plus-value à utiliser un outil comme Deliverect. Donc on a réussi à faire le déploiement juste avant d'ouvrir à Uber Eats. Il faut imaginer que quand on a plusieurs plateformes et qu'on n'a pas d'outils tels que Deliverect, ça veut dire que sur chaque plateforme, je dois aller gérer ma liste de produits, mes menus, mes prix, etc. etc. Donc au début ça va, mais après ça devient vite très compliqué. Pareil en restaurant, si j'ai un produit en rupture, il faut que j'aille le mettre en rupture sur Deliveroo, sur Uber, sur le site Cogent.
donc ça devient ingérable en fait. Et donc on a fait le projet Deliverect juste avant le déploiement de Uber Eats. Et l'ouverture sur une nouvelle plateforme comme Uber Eats, ça a été hyper simple, hyper rapide et hyper simple. On a ouvert les robinets et puis c'était fini, quoi. À part la phase contractuelle, vous n'avez pas eu à ajouter de matériel, pas eu à aller à intervenir sur le back-office de Uber Eats pour publier vos menus, etc. Vous avez tout fait depuis chez nous. On a tout géré depuis Deliverect. Alors la partie contractuelle, je m'en suis pas occupé, mais c'était peut-être la plus difficile. En tout cas, la partie technique, c'était vraiment très simple. Et pour le coup, on s'est dit qu'on allait ouvrir une plateforme comme Etic, qui est une plateforme beaucoup plus petite, mais on est plus sur un partage de valeurs que de valeurs dans le sens engagement, plus que sur du volume. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est des partenariats qu'on peut se permettre d'adresser aujourd'hui parce qu'on a des outils qui nous facilitent ça. Je pense que si on n'avait pas d'outils, si on n'avait pas Deliverect, on n'irait pas sur une plateforme comme Etic parce que le jeu en vaut pas la chandelle. Exactement. Etic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de livraison à destination des restaurateurs qui proposent une cuisine végétarienne ou des restaurateurs traditionnels, mais qui vont fournir à Etic une carte exclusivement végétarienne. Donc voilà, c'est effectivement encore un marché de niche, mais si vous êtes végétarien, c'est clairement la plateforme la plus pertinente parce que vous n'aurez pas à filtrer. A priori, toute l'offre vous est destinée. Et ils ont toute une communication aussi autour de les livreurs sont salariés? Non, pas non plus. Bon, ils ont quand même cet axe de communication-là. Donc effectivement, aujourd'hui, vous avez en tout cas en termes de plateforme de livraison tout ce qui est disponible dans votre région. Il y a un dernier sujet qui est assez compliqué étant donné la configuration de vos restaurants où aujourd'hui que vous mangez sur place ou que vous commandiez à emporter, vous avez une seule file, une file unique pour commander. Vous êtes récemment, vous êtes en test sur certains points de vente avec Sunday, donc un module donc, par QR code de commande à table et de paiement à table. Et vous avez le projet de même ajouter un service à table via Sunday. C'est le cas. Aujourd'hui, commande à table, service à table, c'est le cas. La réflexion, elle vient de la nouvelle réglementation qui nous oblige à avoir du packaging réutilisable sur place. Et nous, dans la mesure où on fabrique nos produits en cuisine centrale, on se demandait comment on allait faire pour gérer deux flux. Donc initialement, on s'est posé la question de mettre de la consigne. Donc je mets de la consigne partout et puis je ne me pose pas de questions. Mais le problème, c'est qu'on fait 80% de notre vente à emporter. Donc on viendrait en fait impacter, contraindre un petit peu notre clientèle vente à emporter pour une problématique sur place. Donc on a oublié l'idée de la consigne et l'idée d'avoir donc deux flux, c'est-à-dire un packaging qui serait réutilisable sur place et notre packaging actuel qui est du 100% RPET, qui est capté et avec lequel on fait des nouveaux pots à salade par exemple, donc, qui est déjà vertueux. Et on s'est dit mais on ne peut pas mettre nos deux packaging dans les linéaires. Le client va être perdu. Si jamais j'ai plus le pack sur place, que je veux manger emporté, mais que j'ai le produit, ça va être très compliqué. Et donc c'est là où on a étudié la possibilité de faire de la commande à table et où on a vu une opportunité d'ajouter du service supplémentaire. C'est-à-dire que le client ne va plus en fait de la caisse avec son plateau jusqu'à la table, mais il arrive sur une table dressée et il commande et il paye directement à table et on lui apporte son repas. Ce qui permet en fait de ne pas avoir les produits qui sont dans des packaging réutilisables dans les linéaires, mais de les avoir en cuisine derrière et d'apporter directement le repas au client.
Donc tout ça, c'est en phase de test, mais en tout cas, c'est ce qui a motivé l'utilisation d'un Sunday. Et aujourd'hui, il y a un gros changement, notamment, c'est comment est-ce que vous réussissez à avoir une activité de plonge derrière ça. Comment est-ce que vous dédiez du staff à ce nouveau service. Après, ça fait quoi, 3-4 mois, peut-être plus, que vous êtes en test. Sunday, ouais, ça fait un petit peu plus. Ouais. Je pense qu'il y a, enfin, on a vu McDonald's et Burger King communiquer énormément là-dessus. Ils ont cette taille-là. Tous les points de vente ne sont pas encore, ont pas encore migré sur ces packaging réutilisables. Je pense que il y a des difficultés opérationnelles qu'on sous-estime pas. Est-ce que tu peux nous en parler? Quels obstacles vous avez réussi à soulever, et aujourd'hui, est-ce que vous prévoyez un déploiement plus large de cette solution? Pour nous, c'est le gros défi opérationnel de 2023. Effectivement, comme tu le disais, il y a toute la partie plonge à gérer. Donc, nos restaurants, ils sont existants. Donc, on fait avec les espaces qu'on a. Donc, il faut monter tout un circuit logistique derrière, de récupération, de lavage et de relivraison. C'est vraiment difficile. Si on part sur du service à table, c'est aussi du staff supplémentaire parce que avant le client il allait tout seul de la caisse à la table et débarrassait son plateau. Aujourd'hui, il faut du staff en plus. Donc tout ça, c'est des problématiques qui sont très difficiles. Et honnêtement, pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, on se dit qu'il n'y aura pas de solution idéale. Pour nous, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on passe sur de la consigne complète, mais il ne faut pas qu'on soit les seuls. Donc en fait, il faut que ce soit le cas pour tout le monde. Et si on est les seuls à faire de la consigne, on sait qu'on va en pâtir. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose d'un peu hybride, un peu en eau tiède, où on essaye de faire passer des choses, mais on ne va pas au bout. Et c'est vrai que pour nous, la situation actuelle, elle est difficile à gérer et il n'y aura pas de solution idéale, c'est une certitude. Ok, c'est super instructif. On me fait signe, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que c'est le temps idéal pour vos questions? Je ne sais pas si vous en avez, si vous voulez faire signe au jeune homme au fond de la salle. Soyez pas timide, madame. Allô, ouais, ça marche. Merci beaucoup pour la présentation et tout ce que vous avez dit. J'avais une question par rapport aux différentes plateformes, notamment pour Cogent. Comment vous avez décidé de passer d'une seule plateforme de livraison à plusieurs plateformes de livraison, plus le canal en propre? Et est-ce que vous pouvez partager des chiffres, notamment commission, etc. Merci. J'ai pas bien entendu juste la fin de la question. Des chiffres et ouais, commissions. Partager des... Ouais, je vais pas pouvoir ça, mais la première Dommage. partie, je peux répondre. Effectivement, il y a un point on a parlé du Covid, on a parlé de ce que ça a impliqué pour une enseigne comme Cogent. Au-delà du Covid, du déconfinement, de le fait de s'ouvrir à de l'omnicanal, etc., on a un défi encore à relever, c'est le télétravail. Donc aujourd'hui, nous, on est sur une clientèle de bureaux, essentiellement à Paris, et on voit bien en fait qu'il y a moins de monde en substance dans les locaux. Et donc on a vraiment été dans une stratégie de se dire il faut essayer d'aller chercher les clients que l'on n'aurait pas actuellement. D'où le fait de se dire on va ouvrir à une plateforme comme Uber Eats. Alors la partie interne, elle a été motivée, comme je vous le disais, par plutôt d'autres choses. C'était plus le fait d'offrir une expérience différente. On se doutait bien qu'on n'allait pas aller chercher des clients supplémentaires avec notre site web par rapport au marketplace. En tout cas, ce qui a motivé l'ouverture à une plateforme comme Uber Eats, c'était de se dire on va chercher plus de monde et
et tant pis, on va pas, voilà, on a dit qu'on pouvait parler librement des choses. Je donnerai pas de chiffres, mais évidemment un contrat en exclusivité ou un contrat qui n'est pas en exclusivité, c'est pas aussi intéressant. Mais on était prêts, nous, à se dire, tant pis, on préfère partir sur un potentiel contrat un peu moins intéressant, mais on touche une clientèle plus large. C'est un choix. Et d'un point de vue agrégateur, je pense qu'il ne faut pas chercher à opposer les agrégateurs les uns des autres. Il y a de la place pour tout le monde et chacun a des avantages, chacun a une base de clients qui est fidèle avec les programmes de fidélité de chacun et chacune. Et donc c'est trouver le bon équilibre entre ma rentabilité, moi restaurant, moi chaîne de restaurants que je peux avoir avec une exclusivité. L'exclusivité ne sera pas offerte à tous les restaurants, il faut de l'intérêt de part et d'autre. Et puis dans un deuxième temps, est-ce que je peux aller capter de l'incrémentalité de clients dans une zone de chalandise, parce que je sais que si je me mets sur 3-4 plateformes, j'aurai cette capacité à le faire. Je pense que vous avez une implantation en région parisienne qui est assez spécifique, c'est-à-dire que vous avez des restaurants qui sont parfois distants de 200, 300, 500 mètres, ce qui en termes de rayon de livraison se chevauche sur une seule plateforme. Potentiellement, vous pouvez avoir des stores du fait des algorithmes qui vont qui vont passer derrière un autre, alors que tandis que ajouter un agrégateur où on va remettre à zéro cet historique algorithmique et potentiellement, est-ce que vous avez vu des stores qui ne marchaient pas sur une plateforme et bien marchaient sur une autre? Est-ce que vous êtes allé dans cette analyse-là Alors étrangement, non. Étrangement, les sites qui fonctionnaient bien initialement sur Deliveroo fonctionnent bien sur Uber Eats. Donc je crois qu'au-delà de l'algorithme, il y a à mon avis plutôt une densité et des habitudes de consommation qui ont l'air d'être plus présentes à certains endroits qu'à d'autres. Comme quoi, même sur les plateformes, l'emplacement, ça reste le nerf de la guerre. Clairement. Je vous en prie. Bonjour. Je voudrais savoir au niveau de Cogence si la cuisine centrale était un choix stratégique dès le départ ou vous avez commencé avec un vrai resto, avec une cuisine et du coup vous avez changé un peu de modèle économique ensuite. Alors non, ça fait effectivement, c'est un choix qui fait partie du tout début de Cogent. Alors pas la première ouverture, le premier restaurant à Madeleine, rue de 16, où là, si je dis pas de bêtises, je n'étais pas encore arrivé. Mais tout était fait en arrière-cuisine, mais très rapidement, la cuisine centrale a fait partie du modèle. Et je pense que aussi motivé par les emplacements parisiens et le fait de pouvoir s'implanter plus facilement, pas avoir d'extraction, des petites surfaces. Mais je pense que ça a été un très très bon choix. On le paye un petit peu aujourd'hui avec l'histoire du packaging réutilisable, ou si en fait on fabriquait tout sur place, peut-être que ce serait plus simple. Là, comme on a une cuisine centrale, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais je pense que ça nous a permis d'avoir des emplacements qu'on n'aurait pas pu avoir avec un autre modèle. Mais du coup, vous avez été obligé d'installer des bacs à graisse au niveau de vos restaurants pour votre vaisselle réutilisable ou pas du tout? Alors non, mais pour l'instant on n'est pas encore complètement déployé. On est encore en phase de test, mais nous on vide nos pots, on les stocke, on les fait ramasser et on récupère en fait tout ce qui est déchets alimentaires et on valorise en fait ces déchets. Mais ça change rien pour nous, ce sont les mêmes déchets en fait qu'avant. Merci. Bonjour. Ma question porte sur la partie du e-commerce. Là, vous passez par un prestataire qui est Flipdish, c'est ça? Moi, je me pose la question, est-ce que j'ai besoin d'un module d'encaissement? Certains modules d'encaissement, des partenaires d'encaissement comme Lightspeed proposent une partie e-commerce également. Est-ce que vous avez fait le choix de travailler en direct avec Flipdish, mais quel est l'avantage et l'inconvénient en fait des deux scénarios?
Alors nous, on a fait le choix de tout encaisser par notre système de caisse. Puisque historiquement, on fait de la caisse en restaurant. Flipdish propose dans son pack la partie paiement en ligne. Donc il travaille avec Stripe comme plateforme de paiement. Et après, pour nous, ça reste une transaction. Aujourd'hui, qu'on tape encore manuellement en caisse. Mais l'idée avec un intégrateur comme Deliverect, c'est qu'en fait, la transaction vient s'insérer directement dans notre système de caisse. Deliverect transmet la transaction à TC POS, notre système de caisse. Et donc pour nous, que la commande ait été passée en ligne, passée sur Deliveroo ou que la personne soit physiquement devant la caisse, le schéma est le même. Merci. Je pense peut-être compléter, il me semble que votre question c'est aussi, vous vous demandez est-ce que je prends le module e-commerce de ma caisse qui est un module supplémentaire ou est-ce que je vais voir un pure player du click and collect comme Flipdish qui a un monoproduit. Ça aujourd'hui la question elle se pose essentiellement en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que et du prix que vont. Évidemment, un pure player du click and collect va avoir plus de fonctionnalités. Il y a quand même un vrai sujet sur l'intégration au système de caisse pour recevoir les commandes, etc. Par rapport à des modules de click and collect qui vont avoir été développés par des caisses dans une démarche de vision 360 des besoins du client et qui souvent est peut-être un peu moins de bonne facture que justement les spécialistes du click and collect. Donc ça, après, c'est à vous de comprendre quel est le besoin, quel est le pourcentage de chiffre d'affaires que vous... quel est votre objectif de chiffre d'affaires sur ce canal-là et comment est-ce que... quel va être l'acteur le plus propice à rencontrer vos objectifs. Si je démarre mon activité, si je veux migrer vers justement plus de partenaires, c'est simple à faire ou il vaut mieux opter tout de suite pour quelque chose de pérenne? Si vous démarrez quelque chose là, Si j'ai un partenaire de livraison, j'en prends qu'un seul. Je prends Uber Eats par exemple. Ah non. Oui, bon, je prends Deliveroo. Voilà. Voilà, la solution Deliveroo plus un logiciel d'encaissement et la plateforme en ligne via le module du partenaire qui fait l'encaissement pour minimiser un peu les coûts. Si je démarre avec ça, et par la suite, si je travaille avec d'autres partenaires de livraison, je passe par l'autre solution. Est-ce que c'est difficile de migrer en termes de coûts, en termes de temps? dans ce sens-là, non, je pense pas. Mais effectivement, comme le disait Vincent, je pense que ça va dépendre aussi de la répartition et des volumes. Est-ce que ça va être quelque chose de relativement équilibré? Est-ce qu'il va y avoir un très gros déséquilibre? Je pense que c'est ce qui va aussi jouer. Et puis vous, votre organisation en interne, est-ce que vous avez, je sais pas, opérationnellement C'est une petite structure, ça sera une petite structure au démarrage. Là, je saurais pas dire. Peut-être qu'on peut en discuter après pour voir en détail. Merci. Oui, bonjour. Vous avez parlé de votre marché B2B. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, notamment votre stratégie et comment vous comptez atteindre les ambitions? Et est-ce que vous avez pensé du coup aux plateformes spécialisées comme Deliveroo du coup que j'ai pu utiliser moi pour mon entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà testé vous en interne? Merci. Oui, alors sur la partie plateforme, on est en contact avec Business Table. Je ne sais pas si ça vous parle. On est en contact avec eux pour, pareil, toujours dans cette optique de faire de l'incrémental et d'aller chercher un panel qu'on n'a pas aujourd'hui. Sur la partie B2B, comme je disais, on a la chance d'avoir déjà en fait des clients B2B, même s'ils ne bénéficient pas d'une offre dédiée. Donc là, l'idée, c'est qu'on est en phase d'échange avec tous nos clients actuels pour bien cerner le besoin. Je pense qu'il faut commencer par les questionner pour savoir de quoi ils ont réellement besoin et pas choisir à leur place. Donc là, on est vraiment dans une phase où on échange avec eux,
on regarde un petit peu quelles sont les fonctionnalités dont ils ont besoin, fonctionnalités techniques, que ce soit commande, facturation, mais aussi la partie produit. Donc, pour l'instant, je ne peux pas malheureusement en dire beaucoup plus puisqu'on est vraiment au début du projet, en tout cas dans sa définition de la solution. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Très bien, merci. Une dernière question peut-être? Non, c'est bon, bah, écoutez, on va vous libérer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Si vous voulez poursuivre ces discussions, n'hésitez pas à venir sur notre stand. On a parlé brièvement de notre module de base de Delivrect, mais on a toute une suite de modules aujourd'hui avec des click and collect, des écrans de production, des écrans de ramassage, livreurs, etc. N'hésitez pas à venir passer sur notre stand. On vous y recevra avec grand plaisir. Merci beaucoup, bon appétit. Bon appétit. Et bon salon.